avant même de fêter Noël, il faut quand même commencer par décorer son sapin. Et pour ce faire, on a choisi de faire un petit détour chez nos amis mosellans. Aujourd'hui, dans notre histoire, la boule de Meisenthal. On va découvrir bien justement son histoire, mais aussi sa création. Et il paraît d'ailleurs que l'édition 2025 a été faite spécialement pour les maladroits. Ça m'intéresse. Bonjour David. Bonjour. Alors racontez-moi l'histoire de cette fameuse boule de Meisenthal. Elle remonte à il y a très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Elle remonte à très longtemps, effectivement, cette boule de Meisenthal qui est d'abord venue au monde à Götzenbrück, juste à côté en 1858. Bah, c'est pas Meisenthal, Bah non, c'est pas Meisenthal, mais c'est la vallée juste à côté, c'est le village juste à côté, mais vous allez comprendre pourquoi c'est à Meisenthal. C'est à Meisenthal parce que c'est ici que la dernière verrière, la dernière usine verrière a fermé en 1969. Et donc on a rallumé les fours en 96, on a créé un musée, le territoire en 83, mais la boule de Meisenthal a été imaginée juste à côté en 1858. Elle a été produite là-bas jusqu'en 1964. À partir de là, effectivement, c'était un grand sommeil. Et donc, lorsqu'il a été décidé, au travers des verriers, au travers des habitants, de pouvoir transmettre ses savoir-faire, de maintenir ce feu sacré, évidemment, il y avait ici, dans cette verrière qui a été fermée, une friche que la puissance publique a achetée. Ils ont créé un musée pour rappeler l'histoire de Meisenthal, puisque c'est d'abord ici que Émile Gallet, dont on reconnaît évidemment le génie, puisqu'il est reconnu comme le père de l'Art Nouveau, a fait ses armes. Ils ont donc décidé, au travers de la création du Centre international d'art verrier à partir de 92, d'organiser à un moment donné ces ateliers pour la transmission des savoirs. Et puis, très rapidement, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va produire. Donc, ils ont produit un certain nombre d'objets et ils ont créé une boule. Pourquoi? Première boule Pourquoi en 99. Parce qu'il faut bien en faire quelque chose de cette matière en fusion, de ce savoir-faire. Et puis parce que la boule de Meisenthal, évidemment, et à l'époque, c'était en fin d'année, avec la capacité de pouvoir utiliser cet objet de décor autour de la période de Noël. Et puis pourquoi une boule de Noël? C'est parce que historiquement, le sapin de Noël, la décoration se faisait avec des éléments de la nature, des pommes de pin, et qu'à cette période-là, en 1858, la nature n'a pas été généreuse. Et donc ce sont les verriers qui, en dehors de leur temps de travail, ont imaginé quelque chose et ont créé un objet. Et donc depuis, on en est à la 36e édition, nous créons tous les ans une ligne de la boule de Meisenthal qui est produite, puisque nous vendons ici sur le site 90 000 exemplaires, et donc c'est un peu la marque de fabrique de ce savoir-faire, de la capacité des jeunes à pouvoir évidemment rentrer dans ce métier passionnant. C'est 10 ans d'expérience pour être un maître verrier confirmé. C'est pour nous l'occasion aussi de pouvoir démontrer aux jeunes générations évidemment la magie des métiers d'art. Et donc ce centre, il est d'abord fait pour enseigner, pour apporter cette capacité pratique à ces jeunes qui suivent la théorie évidemment dans les lycées sur le territoire, juste à côté à Sarrebourg ou alors un peu plus loin à Moulins. Effectivement, ça paraît important dans votre discours. On entend Émile Gallet avec l'Art Nouveau, et puis aujourd'hui on a cette ligne contemporaine de boule de Meisenthal. C'est important toujours de ramener la modernité dans la verrerie ici. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas folkloriser notre savoir. Et donc, c'est un territoire qui est très engagé sur les métiers d'art. Vous êtes ici sur un territoire où nous avons 1000 actifs au travers, évidemment, de la verrerie, de la cristallerie, de la manufacture de Saint-Louis, qui est juste à côté. C'est la vallée à côté, c'est le village à côté. Groupe Hermès, c'est d'ailleurs le premier employeur de ce territoire. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est pas d'ouvrir des musées. C'est de pouvoir ouvrir des laboratoires qui puissent conjuguer un savoir-faire multiséculaire. La verrerie ici, l'ouverture, c'est 1704. Donc il y a eu 3 siècles de fonctionnement. Oui, évidemment, pour pouvoir voir loin, il faut savoir d'où on vient et être fier, évidemment, de pouvoir être ces relais dans l'histoire. Si on regarde là, on est face à une vitrine donc qui nous montre toute l'évolution de la boule de Noël de Meisenthal. On voit qu'elle a beaucoup changé d'une année à l'autre. Ça ne se ressemble pas. Vous avez une ligne contemporaine et puis vous avez une ligne plus traditionnelle. Et donc vous avez là ce savant mélange entre des lignes traditionnelles et contemporaines. Et à chaque fois la signature d'un designer qui vient expliquer le raisonnement qui était le sien par rapport à la création. Vous avez Rotor qui à un moment donné nous ramène jour après jour à la période de Noël. Vous avez Silex qui était évidemment ce signal qui était donné par rapport aux hommes préhistoriques. Enfin, chaque boule raconte une histoire particulière. Vous avez une petite préférée là quand vous les regardez toutes comme ça? Écoutez, moi la préférée, c'est évidemment celle qui rappelle la naissance de ma fille, et c'était celle de
de 2005. Ah, c'est beau, c'est beau. Moi, j'adore le petit cumulus. Et si on passe à côté, on va justement pouvoir découvrir cette galerie dans laquelle on va voir la nouvelle édition de cette boule de Meisenthal, la 2025, la Grip. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous trouvez ces designers avec qui vous allez collaborer chaque année? Alors vous savez, le CIAV aujourd'hui est connu. J'allais dire que les productions qui sont faites ici sont connues de manière internationale. Et donc nous avons des dizaines de propositions de designers. C'est une équipe pluridisciplinaire qui fait le choix. Il n'y a pas d'avis de la part du président ou des élus. Je crois que nous avons vocation, nous les élus à la place qui est la nôtre, moi en tant que président de comité de commune et donc qui est à la tête de cette structure qui exploite le site de Meisenthal ou comme vice-président du département, on a vocation à impulser une dynamique, à pouvoir évidemment façonner un avenir, puis ensuite de faire confiance aux équipes. Et donc sur les choix, sur la ligne éditoriale, ce sont les équipes du CIAV et de la communauté de communes. Donc la boule de cette édition 2025, c'est la boule Grip. Est-ce que vous pouvez me la présenter? Oui, je peux vous la présenter, mais je vais d'abord vous présenter la réflexion intellectuelle ou la démarche du designer qui était celle de dire Noël et la boule de décoration est un objet sensible, est un objet délicat et qui en règle générale peut générer beaucoup de crises si jamais ça tombe. Et donc sa réflexion était de dire on a besoin d'une boule de Noël qui soit antidérapante. Et donc à partir de là, il y a eu évidemment une grande réflexion, vous le voyez, tous les objets qu'il a regardés, analysés pour pouvoir identifier de manière précise quelle est la décision technique qui a été faite pour permettre à ces objets d'être antidérapants. Et à partir de là, il a imaginé, avec les équipes du CIAV, on le voit ici. Voilà, des aspérités, des éléments permettant à cette boule de rester accrochée dans la main et dans la situation dans laquelle on la dresse lorsqu'on la présente. C'est ça, donc pour éviter ce fameux drame de Noël, de laisser échapper une boule et qu'elle se casse, le but c'était de la rendre antidérapante pour on la garde bien en main, c'est ça? Exactement, d'où le nom Grip. Voilà, c'est pas grippe PPE comme la maladie, hein, non, en hiver. Non, on est bien d'accord. On est d'accord. Même si peut-être, pour arriver à ces réflexions-là, il faut souffrir des fois d'un certain nombre de grandes réflexions et d'états d'esprit qui sont tout à fait positifs. Non, là, c'est Grip au travers de l'antidérapant. On voit autour de nous, tout est moderne, c'est bien exposé, c'est tout joli, parce que le musée et puis le site Verrier en entier a été refait. Alors on est ici sur une friche, je le disais tout à l'heure, qui avait été fermée en 1969, 230 employés qui avaient été licenciés. Une période de sommeil s'est ensuite imposée. C'était un espace qui était voué évidemment aux ferrailleurs et puis, j'allais dire, un tiers-lieu un peu naturel. À partir de 83, il y a eu restructuration d'un des bâtiments qui a permis d'accueillir le musée pour rappeler quelle était l'épopée de Meisenthal. 92, le Centre international d'art Verrier. Première boule imaginée en 98, première production 99, 50 boules. Et puis à partir de là, naturellement, il y a cette production, mais surtout, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre d'objets de prestige où on travaille avec des grands noms. L'idée, c'est d'avoir un vrai laboratoire qui allie les techniques multiséculaires, évidemment aux nouveaux outils, puisque le numérique aujourd'hui et la recherche évidemment produit des capacités qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années. Et à partir de là, on produit régulièrement des objets numérotés. Et puis c'est surtout l'alchimie, cet attelage entre la puissance publique, puisqu'ici, c'est le contribuable qui est propriétaire, c'est le contribuable qui paye. Naturellement, la boutique qui nous permet de vendre quasiment 100 000 objets est une recette qui nous va très bien dans ces périodes. Évidemment, on doit trouver des productions, des produits, des recettes, des charges. Mais aujourd'hui, la spécificité de ce site, c'est qu'il est équilibré à plus de 90% par les ventes. En sachant que le rôle pédagogique est le premier rôle. Par les ventes des billets d'entrée ou par les ventes des Par les ventes produits de la boutique, des produits. Ensuite, évidemment, sur ce site, vous avez la combinaison entre le musée, la boutique et puis la halle verrière, puisque dans cet espace de plus de 3000 m², nous avons une association qui anime au travers d'un certain nombre de programmations musicales, d'art de la rue, d'expositions contemporaines. Et donc, évidemment, ces billets produisent de la recette, mais la première recette, c'est la boutique. La première destination du Pays de Beach au travers des infrastructures, c'est évidemment le CIAV, avec dans son sillage ensuite un certain nombre d'autres sites, le Moulin des Schuiller,
la citadelle, le Cimsorof, la nature, puisque nous sommes sur un territoire qui est couvert à 60% de forêt. Nous avons évidemment des rochers, des tourbières. On a une nature généreuse qu'on essaye d'accompagner, de préserver, de valoriser et d'être utilisé comme réceptacle lorsqu'on parle d'éducation des générations futures. Merci beaucoup pour cette présentation. On a parlé de la boule grippe. J'ai cru voir par là-bas qu'on peut voir comment elle se fabrique. Bien sûr. J'ai bien envie d'y aller. Je vais rentrer tout de suite pour découvrir comment on la fabrique, cette fameuse boule de Meisenthal. Bonjour Jafet. Bonjour. Il fait hyper chaud ici, hein. Quand on rentre d'un coup ça fait ça nous fait un petit choc thermique. Oui. Alors racontez-moi comment est-ce qu'on la fabrique cette boule de Meisenthal, c'est quoi la toute première étape? Alors la première étape, ça va être de récupérer du coup une canne à souffler. D'accord. Qui va nous permettre de souffler les cannes. Donc ça va être un tube en inox avec une partie ici en acier réfractaire qui va permettre d'emmagasiner la chaleur. Donc ça va permettre aussi que ça ne se transmette pas trop dans la canne pour qu'on puisse la toucher. J'allais dire, ça vous pouvez le toucher sans problème. Oui. Bah, à partir d'ici, là c'est le grand maximum. Dès que ça commence à être brun, là on commence à se brûler, quoi. Donc ce qui est important surtout, c'est que cette partie-là soit très chaude pour que le verre adhère correctement avec l'acier. Et donc ensuite on va venir récupérer la première bille. Donc, pour colorer le verre, nous à Meisenthal on va utiliser de la ballonne de couleur. Donc ça va être des oxydes métalliques mélangés avec du verre incolore, donc très concentré. Et ça va permettre de pouvoir utiliser de la couleur sans trop grande quantité. On va juste venir la poser sur le bout de la canne et ensuite on va venir la souffler. Alors on va la récupérer, cette fameuse couleur. Oui. Donc là ici on a Merlin, lui il s'occupe de la réserve de couleurs. Donc lui son métier ça va être de venir sélectionner la petite quantité de couleurs. Et en la découpant sur la canne, vu que le verre est chaud et que la canne est chaude, ça va directement se lier ensemble. Là, juste cette toute petite quantité, ça suffit à faire une boule de Meisenthal. C'est ça, ouais. Donc le verre est tellement concentré en oxyde qu'on n'aura pas besoin d'énormément de couleurs pour faire la pièce. Donc là, je viens bien la réchauffer, ça permet qu'elle se ramollisse. Et une fois que la ballotte est bien chaude, je viens la rouler sur le marbre. C'est une plaque de fonte qui nous permet de bien coller la bille de couleur sur la canne pour ne plus qu'il y ait d'espace entre les deux. Et après, je vais venir l'arrondir aussi un petit peu pour que le verre de couleur se diffuse correctement à l'intérieur du verre incolore. Pour que la répartition soit bien homogène. Donc là maintenant, on va récupérer le verre incolore. Donc nous, on a un four à bassin qui contient à peu près 400 kg de verre incolore et qui est maintenu à 1150 degrés. Alors verre incolore, ça veut juste dire qu'il n'a pas de couleur? C'est ça. Ouais. Donc là, pour récupérer du verre, on va piquer le bout de la canne dans le bassin, on va la tourner, et en la tournant, le verre se roule directement autour d'elle. Donc là, une fois qu'on a le verre incolore, la première étape, ça va être d'avancer un petit peu le verre pour le mettre devant la canne, pour l'utiliser un maximum. Et ensuite, avec une maillotche, là, je vais arrondir le verre et bien le centrer dans l'axe de la canne. Ça va permettre aussi de refroidir un petit peu l'extérieur pour par la suite amorcer le premier souffle. C'est fou, on dirait une espèce de caramel là, on se doute pas que ça va devenir une boule de verre. Ah ouais. Et alors on le voit, il y a beaucoup de monde autour de nous, il y a beaucoup d'ateliers. Comment vous faites pour vous organiser, pour pas vous rentrer dedans comme ça quand on est autant à travailler en même temps? C'est un peu le jeu. Ouais. Parce que quand on arrive au début au lycée, on ne sait pas trop où se placer. Donc les premiers stages, c'est surtout déjà apprendre les bases du métier. Il faut aussi savoir comment se placer dans l'atelier, comment ne pas gêner les autres pour ne pas que ce soit dangereux, quoi. Bah oui, c'est ça, surtout quand on manipule des objets aussi chauds, aussi dangereux. Ah oui, oui. Ouais, ça peut vite être dangereux. Donc là, je vais venir souffler au pouce, donc injecter de l'air dans la canne, boucher à l'arrière avec le pouce. Et vu que l'air est emprisonné à l'intérieur, elle n'a pas d'autre choix que de sortir dans le verre. Donc là, quand on dit verre soufflé, ça vient de là, quoi, en fait. C'est ça. Ah ouais. Donc là, je vais laisser un petit peu le verre s'allonger de lui-même, avec la gravité. Et après, avec des fers à trancher, je vais réduire le diamètre entre le verre et la canne. Ensuite, je vais me diriger au moule. Et une fois à l'intérieur, là avec un piston, je vais injecter de l'air sous pression. À l'intérieur, le verre va gonfler et épouser les parois du moule. Ça, bien sûr, c'est le moule de la
la boule de cette année. C'est ça. Et c'est là qu'on découvre aussi sa couleur, parce qu'avant on voyait pas du tout qu'elle était violette. Là d'un coup... Voilà, la plupart des couleurs à la balotte, elles se révèlent au moment où ça refroidit, on va dire en dessous des 700 degrés, 700-600 degrés. Est-ce qu'il peut y avoir certaines difficultés en fonction des moules, comme ils changent chaque année? Est-ce qu'il y a par exemple un moule qui peut être plus compliqué à faire qu'un autre? Oui. Bah, souvent les plus compliqués, c'est celles où il y a des angles, ou alors où il y a des parties très fines et très longues, et du coup le verre a du mal à acheminer jusqu'à cet endroit-là, et souvent si on répartit pas bien les épaisseurs, comme ça s'enlève. Oui, Un tout petit coup, c'est parti. On est venu fragiliser la partie ici. Et donc vu qu'on vient taper avec une palette, les vibrations arrivent jusqu'à l'endroit où il y a la partie fragilisée. Et ça vient directement détacher assez net. Si on a fait les choses bien, c'est net. Donc là pour la tâche, je vais récupérer une première quantité de verre. Voilà. Ça va permettre de faire la pastille. Et avec l'excédent, on va l'enrouler autant du beurre métallique. Et en coupant, on obtient l'anneau. Et une fois que l'anneau est bien droit, là on va pouvoir amener la boule de Noël dans l'arche de récuisson. Nous on va être obligé de recuire nos pièces à la fin de la journée. Là elle risque pas de tomber de la barre là. Normalement non. Hop, et ça part au four. C'est ça, pendant entre 10 à 12 heures. Parce que là, on a mis combien de temps à peu près à la fabriquer cette boule? Oh, 1 minute 30, 2 minutes au maximum. Mais du coup, c'est pas fini, il faut encore rajouter à tout ça le temps de cuisson, entre guillemets. Oui. Et du coup, recuisson. Vous en sortez combien par jour? Sur une place de travail comme celle-ci, avec 3 souffleurs, un mouliste, un ballotteur et un attacheur, on va pouvoir en faire entre 200 et 240 environ. Alors on a vu, on en a sorti une qui est violette, mais on sait qu'il y en a de plein de couleurs différentes. Comment est-ce qu'on choisit les couleurs qu'on va leur donner? C'est la directrice artistique qui va faire du coup un travail là-dessus pour savoir quelles couleurs ont bien marché l'année dernière, lesquelles seraient plus adaptées avec cette boule-là, au niveau de la forme, au niveau de plein de choses. Et après on s'adapte. Alors on l'a dit, oui, il y a plein de monde autour de nous. Vous êtes combien à peu près à travailler en même temps? Sur une équipe comme celle-ci, on va être 6-7 à peu près. On va être 7 avec une personne qui pose uniquement les attaches. Du coup ça tourne encore plus vite parce qu'on fait uniquement la boule, on n'a pas besoin de faire l'attache en plus. Du coup c'est optimisé pour faire encore plus de production. Et sur ces 6-7 personnes, vous n'êtes pas que des titulaires, c'est ça? Vous avez aussi des apprentis? C'est ça, exactement. Ici, je suis assez content d'être rentré dans cette verrie. Alors, la production des boules, c'est quand même quelque chose d'assez historique ici. Mais c'est quand même c'est plaisant de savoir que des gens vont accrocher ces boules que je fabrique moi à leur sapin chez eux. Est-ce que vous êtes beaucoup de jeunes à vous intéresser à ce métier de verrier? Il y en a de plus en plus, des jeunes notamment des filles qui viennent de plus en plus travailler dans ce métier. Donc c'est bien parce que ça emmène du monde, ça amène des jeunes comme moi par exemple qui viennent dans des entreprises comme ça. On est de plus en plus dans les écoles, etc. C'est facilement des classes de 30 personnes. Donc ouais, je pense qu'on essaye de faire redécouvrir un peu l'artisanal avec les jeunes justement, et ça perpétue la tradition et les techniques derrière. C'est un truc un peu féerique, quoi, un peu traditionnel aussi, parce que c'est vrai que toutes les pièces qu'on réalise, ça va être exposé chez des gens et ça va participer à la magie de Noël. Donc c'est vraiment une bonne participation à la magie de Noël de plusieurs personnes, quoi. Caroline, on se retrouve ensemble sur la passerelle. Là, on a une belle vue sur tout ce qui compose en fait ce fameux site verrier. Vous pouvez me présenter un petit peu chaque élément brièvement, hop, qu'on comprenne un petit peu comment il est construit. Et oui, là on est sur ce fameux site verrier de Meisenthal, donc qui est un site de la communauté de communes du Pays de Bitche et qui rassemble en fait différents éléments de patrimoine, puisqu'en fait on est sur un site qui a eu une très longue histoire de production, puisqu'il a été créé en 1704 et qu'il a produit jusqu'en 1969, et reste de toute cette histoire-là différents bâtiments de différentes époques qui étaient un petit peu hétéroclites. Et vous voyez maintenant il y a cette architecture contemporaine qui rassemble les différents éléments. Donc on a en face de nous la grande halle, la halle verrière en fait, où il y a eu pendant très longtemps la production à chaud. À l'intérieur on voit encore les vestiges de four, et aujourd'hui s'y déroulent de très grands concerts, des spectacles d'art de la rue et des expos d'art contemporain, qui tout ça mis en place par le CADAM. Et puis les autres éléments du site, donc vous avez la boutique qui se retrouve sous cette vague, et quand on rentre à l'intérieur on voit qu'il y a plein de vestiges
vestiges de murs en briques qui sont en fait l'ancien emplacement de la gravure chimique, c'est-à-dire là où on faisait les décors à l'acide sur les pièces en verre, il y a bien longtemps. Et puis juste derrière nous, le musée, donc ce bâtiment qui a été le premier bâtiment en fait sur le site Verrier, où il y a eu dans les sous-sols la première production à chaud avant que ce soit transposé de l'autre côté de la cour, et où ensuite c'est devenu le bâtiment de l'administration, et aujourd'hui on présente plein de trésors, d'œuvres, des très très belles collections. Et bien sûr, de l'autre côté de la passerelle, vous avez le Centre international d'art Verrier qui se trouve dans l'ancienne taillerie. C'est-à-dire que vous voyez ce bâtiment avec toutes ses fenêtres, c'était pour faire rentrer la lumière à l'intérieur et permettre aux ouvriers tailleurs d'avoir de la lumière pour pouvoir produire, faire les décors de taille sur leurs pièces. Et effectivement, on a eu le temps d'y faire un petit tour tout à l'heure dans cette zone-là. Racontez-moi, en 1704, quand l'usine ici ouvre, déjà pourquoi est-ce qu'on vient s'installer là à Meisenthal? Ah, très très bonne question. En fait, pendant très longtemps, les verreries, elles étaient ce qu'on appelle itinérantes ou nomades, c'est-à-dire qu'elles se déplaçaient en fonction de l'énergie, c'est-à-dire du bois. Et donc, ils s'installaient dans une vallée, ils coupaient le bois alentour, et quand ils avaient épuisé, ils partaient ailleurs. Et Meisenthal, c'est la première verrerie dite fixe, c'est-à-dire qu'en 1704, ils s'installent ici, et contrairement à avant, ils vont toujours ramener l'énergie ici, et c'est grâce à toutes ces forêts là du Beecherland que en fait ces verreries se sont installées sur ce territoire. C'est-à-dire que c'est des forêts qui étaient très importantes, mais aussi éloignées des centres de consommation. Il n'y avait pas de grandes villes à proximité, donc il fallait trouver un moyen de consommer ce bois de manière productive ici sur le territoire. Et il y a eu deux solutions un peu imaginées, bien sûr les verreries, mais aussi les forges, avec notamment Mouterhouse et de Dietrich un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est la forêt, mais c'est aussi le grès, puisque vous avez vu, on est sur un territoire avec des très belles roches de grès. On le voit dans le bas du musée aussi. Et ce grès, avec l'action de l'eau, va se transformer en sable, et c'est la matière première qui va permettre de faire le verre. Et bien sûr, il a fallu trouver des moyens dans les recettes pour abaisser la température de fusion, parce que pour transformer le sable en verre, il faut monter à des températures très élevées. Et donc le moyen qui a été trouvé, c'est de rajouter de la potasse, c'est-à-dire des cendres de végétaux et particulièrement de fougères qui ont été rajoutées dans la composition et qui permettent de descendre à 1350-1400 degrés pour la température de fusion. Donc alors, voilà. on l'a dit, ici on se trouve sur un site qui a ouvert au XVIIIe siècle, mais entre les deux, on a une coupure. Ça a fermé un moment cette verrerie. Oui, tout à fait. En 1969, la verrerie n'est plus économiquement viable, donc c'est un peu le traumatisme dans le village. Voilà, la sonnerie sonne pour la dernière fois et puis tout s'arrête. Mais heureusement, il y a eu plein de bonne volonté autour de ce site, et notamment les bénévoles de l'association du musée du verre, qui dès 78 ont commencé à collecter des objets, à écrire cette histoire et à créer le musée du verre, qui a été ouvert en 1983. Et vous avez vu à l'intérieur, on a des collections vraiment remarquables, que ce soit dans le verre contemporain, bien sûr l'Art Nouveau avec toute l'histoire avec Émile Gallet. Et donc toute cette histoire-là, elle a été retranscrite grâce à ces collections qui ont été constituées au fur et à mesure par les bénévoles du musée du verre, qui en 2019 ont donné la collection à la communauté de communes du Pays de Bitche, qui aujourd'hui gère le lieu. Donc le musée précède, c'est ça, l'ouverture du Centre international d'art Verrier? Oui, voilà, sur ce site, en fait, il y a eu plein d'énergies qui ont convergé. Donc il y a eu le musée, j'en ai parlé, il y a eu toute l'aventure de Reka et du Cadam, donc autour des concerts et de la vie culturelle dans la Grande Halle, qui ont d'abord préfiguré de manière bénévole et qui aujourd'hui se sont professionnalisés. Et puis il y a eu en tout début des années 90 la volonté de rallumer un four à Meisenthal, et donc pour ce faire, vous l'avez vu dans l'exposition Studio Glace, on a fait appel au tout début à un artiste qui s'appelle Jean-Pierre Udenstock et qui a eu pour mission d'imaginer ce que ce serait de rallumer un four à Meisenthal. Et donc il est allé interroger tous les savoir-faire du territoire. Il a été émerveillé par les savoir-faire verriers de ce territoire du Beecherland, et il s'est dit qu'il fallait absolument les conserver et les croiser avec des artistes, savoir effectivement créer de nouvelles formes d'utilisation de ces savoir-faire. Et donc ça a donné progressivement le CIAV, qui est né en 1992 et qui aujourd'hui encore fait des démonstrations pour nos visiteurs et accueille très souvent des artistes et crée des nouveautés, dont celle que vous avez vue aujourd'hui, Grip. Merci beaucoup Caroline, vous m'avez vraiment donné envie. Je pense que je vais aller faire un petit tour à l'intérieur du musée. Avec grand plaisir.
C'est une nouvelle boule pour la collection et chaque année, au mois de novembre, on attend avec impatience la sortie de la nouvelle boule, quoi. C'est le fait qu'elle soit contemporaine et que le Centre Verrier fasse appel à des artistes contemporains et qui innovent et dont il y a toujours un esprit et quelque chose qui ressort de leur réflexion. Et particulièrement cette année, Grip, là vraiment, l'artiste a su expliquer très précisément quelle était sa démarche. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ouais, ça représente Noël, hein, c'est un peu une période d'exception, un objet d'exception pour une période d'exception. Merci beaucoup. Bah, vous voyez, j'ai craqué. Hein. Si vous aussi vous en voulez une, elles sont disponibles à partir de 28 €. Le site Verrier de Meisenthal est ouvert tous les après-midi du mardi au dimanche. À la semaine prochaine dans notre histoire.